Échec et mat. Cette expression est une mauvaise habitude. Échec signifie roi. Mat signifie mort. Il faudrait donc dire, pour parler exactement ou pour que la phrase eût un sens, échec est mat, ou simplement échec mat. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans l'histoire de la formation de la langue française de Monsieur Ampère. Le mot échec a été l'occasion des suppositions étymologiques les moins fondées. On peut les voir dans Ménage. On aurait échappé au ridicule de la plupart de ces hypothèses si l'on avait réfléchi, avant de s'y livrer, que les échecs nous venaient de l'Orient, car on aurait été conduit naturellement à chercher l'étymologie de leur nom dans une langue orientale. Cette étymologie conduit à Shah-Renj, en persan la détresse du roi, Wilkins, dictionnaire anglais-persan. Shah est devenu échec, ancien français échec, italien charco, espagnol jacque. Ce qui le prouve, c'est l'expression Shaccomatto, Jacquemate. Le roi est mort, de mata, arabe, tué, que nous disons vicieusement échec et mat. La conjonction est de trop. Nous l'employons faute de connaître le sens et l'étymologie du mot échec. Ce jeu est originaire de l'Inde, mais il est venu aux Européens par les Arabes et à ceux-ci par les Persans. Il a suivi le même chemin qu'un grand nombre de contes reproduits dans les fabliaux du Moyen-Âge, et, comme la plupart de ces contes, il porte l'empreinte du milieu persan et arabe par lequel il a passé. L'invention du jeu d'échecs est attribuée à un brahmane nommé Sissa, qui voulait ramener à la raison un prince trop épris de lui-même et resté sourd jusque-là au conseil des prêtres. Montrer à ce prince qu'il n'avait réellement de puissance que par son peuple et ses soldats, tel était le but que s'était proposé le philosophe indien en imaginant ce jeu où le roi est sans force pour attaquer aussi bien que pour se défendre, s'il n'a pas autour de lui ses fidèles sujets. Le prince apprit le jeu, comprit la leçon et changea de conduite. Interrogé sur la récompense qu'il désirait, le brahmane demanda un grain de blé pour la première case de l'échiquier, 2 grains pour la deuxième, 4 pour la troisième, 8 pour la quatrième, 16 pour la cinquième, et ainsi de suite, en doublant toujours jusqu'à la 64e et dernière case. Cette demande parut modeste, et elle fut accordée. Le calcul fait, on reconnut que tous les trésors du monde seraient insuffisants pour satisfaire le brahmane, lequel n'avait voulu, en élevant ainsi ses prétentions, que faire sentir au prince, par une dernière leçon, que s'il ne devait pas trop compter sur lui-même, il devait aussi prendre garde aux avis de ceux qui l'entouraient. Le nombre des grains demandés était de 18 trillions 446 billiards 744 billions 73 milliards 709 millions 554 645. Or, comme on a trouvé qu'il faudrait environ 261 000 grains de blé pour former le poids d'un myriagramme, environ 20 livres, l'illustre inventeur des échecs aurait eu 70 677 milliards 180 millions 359 040 myriagrammes, c'est-à-dire 141 354 milliards 360 millions 718 080 francs, en évaluant le myriagramme à 2 francs. Pour nous sauver de ces chiffres fabuleux, et ne pas rester sous le poids de la 64e puissance de 2, peut-être ferons-nous bien de citer ici les jolis vers que Méry a consacrés, dans sa soirée d'ermite, à la marche des pièces du jeu d'échecs. Le champ clos a croisé 64 cases. Aux 2 extrémités, les tours prennent leur base. Ces formidables tours qu'un doigt ferme et savant, comme au siège romain, fait marcher en avant.
Sur des chevaux sans mort, des cavaliers fidèles, lestes et menaçants, se placent auprès d'elle. À franchir 2 carrés, ils bornent leurs élans, ils tombent de côté sur les noirs ou les blancs. Ces pièces vont ainsi. L'amitié les a jointes aux fous, sages guerriers, qui partout font des pointes. Puis la dame se place et garde sa couleur. Nul combattant du jeu ne l'égale en valeur. Elle vole d'un bond de l'une à l'autre zone. C'est Camille aux pieds lestes, invincible Amazone. Elle veille et défend les pièces alentour, par la force du fou réuni à la tour. Près d'elle le roi siège. Hélas, il garde un trône, que mine le complot, que l'astuce environne. Ce monarque, toujours menacé du trépas, pour tromper l'ennemi, ne peut faire qu'un pas. Toutefois, quand sa force est enfin abattue, par respect pour son nom, personne ne le tue. Il est échec et mat. Son dernier jour à lui, et tous ses serviteurs sont morts auprès de lui. 8 modestes pions, soldats de même taille, gardent l'état-major sur un front de bataille. Un pas leur est permis, 1 ou 2, jamais 3. Troupes viles immolées aux caprices des rois. Ils ne prennent qu'en pointe, et pourtant il arrive qu'un d'eux, soldat heureux, aborde l'autre rive. Alors il se grandit. Ce soldat parvenu, des dépouilles d'un chef habile, son corps nu, il se métamorphose en tour, il devient reine. Il choisit dans les morts étendus sur l'arène un chef de sa couleur, par sa force cité. L'heureux pion le touche, il a ressuscité. Dans cette grande bataille qui s'engage sur l'échiquier, le pion et le cavalier représentent l'infanterie et la cavalerie. Reste donc à savoir ce que sont, ou plutôt ce qu'étaient, dans la pensée de l'inventeur, les 3 pièces que nous appelons la dame, le fou et la tour. La puissance qu'on a donnée à ces 2 dernières pièces ne permet guère d'admettre que les noms qui les désignent aujourd'hui soient la traduction littérale de ceux qu'ils avaient chez les Indiens. Il y a des dames et quelquefois des fous auprès des rois, mais ce n'est pas par la force ou la valeur qu'ils se distinguent, et rarement on les a vus jouer un rôle sur les champs de bataille. La pièce que nous appelons dame ou reine porte en Orient le nom de Ferz, vizir. Dans le roman de la Rose, cette pièce est appelée Vierge, et l'on a conjecturé que de là était venue Vierge, et enfin dame ou reine. Quant à notre fou, il est représenté dans l'Inde par un éléphant, fil, sur lequel combattent des hommes armés de javelines ou d'arbalètes. Si, comme on l'a supposé, nous avons écrit folle au lieu de fil, notre fou est tout trouvé. La tour, enfin, est figurée en Orient par un chameau, roch, que monte un homme armé d'un arc. C'est du mot roch que l'on a fait le verbe roquer, qui exprime un mouvement particulier à cette pièce. Le jeu des échecs des Indiens est donc bien réellement une bataille rangée, et c'est abusivement que nous avons substitué des fous et des dames aux éléphants et aux vizirs. Pasquier, dans ses recherches de la France, n'admet pas que les choses aient jamais été autrement qu'il les a trouvées. Il prend au mot la dame et les fous, tout aussi bien que les autres pièces, et voilà comment, alors, il explique la pensée de l'inventeur. Et certes, quiconque fut l'inventeur de ce jeu, je vous le pleuverai pour très grand philosophe, je veux dire pour un personnage lequel, sous cet ébat d'esprit, a représenté la vraie image et portraiture de la conduite des rois. Il y a un roi et une dame, assistés de 2 fous, qui font leur route de travers, et après 2 chevaliers,
et au bout de leur rang, 2 rocs, que l'on appelle autrement tours. Car aussi, entre tours, rocs et roquettes, il n'y a pas grande différence. Devant eux, il y a 8 pions, qui sont pour aplanir la voie, comme enfants perdus. Que voulut nous représenter ce philosophe? Premièrement, quant aux fous, que ceux qui approchent le plus près des rois ne sont pas ordinairement les plus sages, ainsi ceux qui savent mieux plaisanter. Et néanmoins, combien que les chevaliers ne soient pas quelquefois les plus proches des rois, si est-ce que, tout ainsi que les chevaliers au jeu des échecs, donnant par leur sot échec au roi, il est contraint de changer de place, ce dont il se peut exempter en toutes les autres échecs, en se couvrant de quelques pièces. Aussi n'y a-t-il rien qu'un roi doive tout craindre, en son état, que la révolte de sa noblesse. D'autant que celle du menu peuple se peut aisément étouffer, mais en l'autre il y va ordinairement du changement de l'état. Quant aux tours, ce sont les villes fortes qui servent à un besoin de dernière retraite pour la conservation du royaume. Il vous représente un roi qui ne se démarche que d'un pas, pendant que toutes les autres pièces se mettent tant sur l'offensive que défensive pour lui, afin de nous enseigner que ce n'est point à un roi, de la vie duquel dépend le repos de tous ses sujets, de s'exposer à toute heure au hasard des coups, comme un capitaine ou simple soldat, voire que sa conservation lui permette de faire un saut extraordinaire de sa cellule en celle de la tour, comme en une place forte et tenable contre les assauts de son ennemi. Mais surtout faut-il peser le privilège qu'il donna à la dame de pouvoir prendre tantôt la voie des fous, tantôt celle des tours. Car pour bien dire, il n'y a rien qui ait tant d'autorité sur les rois que les dames, dont ils ne sont honteux de se publier serviteurs. Je n'entends pas de celles qui leur sont conjointes par mariage, mais des autres dont ils s'enamourent. Et pour cette cause, je suis d'avis que celui qui appelle cette pièce dame et non reine dit le mieux. Finalement, tout ce jeu se termine au mat du roi. Parmi les hommes célèbres qui ont aimé cultiver les échecs, il faut citer Charlemagne, Louis le Gros, Tamerlan, François Ier, Rabelais, Louis XIII, Charles XII, Frédéric II, Voltaire, Rousseau, le musicien Philidor, le comte de la Bourdonnais et notre regretté poète Alfred de Musset. Rousseau, tout amateur qu'il était, pensait que, pour bien jouer, il ne fallait pas avoir trop d'esprit, et Montaigne ne comprenait pas qu'on dépensât tant de peine et d'attention sous prétexte de s'amuser. Pourquoi, dit-il, ne jugerais-je d'Alexandre à table, devisant et bevant d'autant, ou s'il maniait les échecs? Quelle corde de son esprit ne touche et n'emploie ce niais et puéril jeu? Je le hais et fuis de ce qu'il n'est pas assez jeu, et de ce qu'il nous ébat trop sérieusement, ayant honte d'y fournir l'attention qui suffirait à quelque bonne chose. Le côté stratégique du jeu échappait à notre philosophe. Il en est ainsi au reste pour bien d'autres profanes. Sabadius dit que le diable était un grand sot d'employer tant de moyens pour faire perdre patience à Job. Il n'avait qu'à l'engager à une partie d'échecs. Et ce que madame de Sévigné voyait peut-être de plus charmant dans ce jeu, c'est de dire à Corbénelli, son maître, ces 2 vers de Corneille. « Seigneur, tant de prudence entraîne trop de soin, je ne saurais prévoir un échec de si loin. » Non seulement ce jeu savant a permis de plaisanter, mais il a fourni matière quelquefois à la galanterie. N'est-ce pas Junot qui adressa ce quatrain à la reine Hortense, alors mademoiselle de Beauharnais? Dans ce beau jeu, je vois l'emblème de tout ce que vous inspirez. Fou celui qui vous dira « j'aime », roi celui que vous aimerez. Au nombre de ceux qui n'ont pas compris le jeu d'échecs,
il faut compter sans doute notre saint roi Louis IX. Il témoigna de son mépris pour les savantes combinaisons de l'échiquier lorsque, voulant proscrire tous les jeux de hasard, il condamna aussi à payer l'amende les gens qui y joueraient aux échecs. Peut-être serait-ce ici le lieu de dire d'où viennent les noms de chambres et de cours de l'échiquier dont il est question tous les jours à propos des jugements prononcés en Angleterre. Mais il est assez délicat de faire un choix entre les divers moyens qu'on a cru bon pour justifier le terme échiquier appliqué à une juridiction. Qu'on lise les opinions émises à ce sujet par Nicot, Ménage, Pitou, Ducange, etc., et qu'on juge de notre embarras. Le mot échiquier vient de ce que les cours de justice étaient composés de gens de différentes qualités, comme les pièces du jeu des échecs, ou bien du verbe allemand schicken, qui signifie envoyer, parce que cette assemblée succéda au commissaire appelé dans les anciens titres missi dominici, ou bien encore de ce que la chambre où les assemblées se tenaient était parée en forme d'échiquier, ou enfin d'un tapis en forme de damier qui recouvrait une table placée dans le lieu où l'on se réunissait. Tout cela est dit au passé, parce qu'il faut nécessairement remonter, pour expliquer la dénomination, à l'origine de l'institution, et que l'échiquier date du Xe siècle. Il est l'œuvre de ce duc Raoul ou Rollon, qui, comme Saint Louis, fut un prince justicier. L'échiquier vint remplacer à cette époque les comtes ou commissaires que les rois envoyaient dans les provinces avec une pleine autorité. Il fut rendu perpétuel à la requête des États par le roi Louis XII en l'année 1499, et c'est François Ier qui substitua le nom de Parlement à celui d'échiquier. Cette justice souveraine, organisée par les ducs normands et transportée par eux en Angleterre avec ses formes et son nom, subsiste encore chez nos voisins. Elle a subi naturellement d'importantes modifications, puisqu'il y a aujourd'hui encore une chambre de l'échiquier qui juge en appel les décisions émanées de la cour de l'échiquier. Mais il est à noter qu'avant que la cour de l'échiquier eût fait ses empiétements successifs sur la cour des plaids communs, sa juridiction ne s'étendait que sur les débiteurs du roi et sur les recouvrements à faire au profit de la couronne. De ce que l'échiquier représentait autrefois l'autorité royale, et de ce que ses attributions en Angleterre étaient dans le principe de veiller spécialement aux intérêts du roi, ne serait-il pas possible de conclure que le mot échiquier, qui est formé de échec, roi, a été destiné à signifier la cour du roi?